Alors, j'ai un PowerPoint, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas encore fonctionnel. Quels enfants voulons-nous? La question aujourd'hui n'est plus d'abord des enfants, mais d'avoir des enfants en bonne santé. Tout parent rêve d'enfants en bonne santé. Le diagnostic prénatal, le DPN, permet souvent de le rassurer, parfois de traiter certaines affections, et d'immenses progrès ont été faits qui doivent d'abord nous réjouir. Mais tacitement, le DPN signifie aussi consentement au principe de la suppression de l'immense majorité des fœtus que l'on ne peut guérir. L'annonce d'un problème grave chez l'enfant à naître est de fait un énorme séisme pour ses parents, un abîme de souffrance qui les rend très vulnérables. Or, derrière leur quête individuelle, s'est engouffrée une immense requête collective très ambiguë qui s'appuie d'une part sur le rêve de mettre au monde un enfant en bonne santé, c'est la partie noble exprimée publiquement, et d'autre part la volonté du monde globalisé dominé par le marché de rentabiliser leurs investissements en matière de santé et donc de ne plus avoir à payer pour des vies insensées, onéreuses, équivalentes au niveau marchand à des déchets. Cette face cachée de la motivation collective est dissimulée derrière la notion de bon sens, qui est sans doute l'arme la plus puissante des sociétés néolibérales. Faire appel au bon sens permet de reconnaître l'autre comme un individu rationnel et autonome pour faire appel à sa responsabilité et lui faire croire qu'il est possible et souhaitable de ne mettre au monde que des enfants en bonne santé et ainsi de remédier à ce gâchis d'une vie handicapée. Comment? Eh bien, essentiellement par sélection à grande échelle, car les traitements, eux, restent rares. Une telle stratégie cultive donc à la fois, et dans une perspective de renforcement réciproque, l'enfant bonheur et la peur de l'enfant mal formé, affublé d'imaginaires de malheur. Elle fonctionne, si vous voulez, par nudging et vise à faire accepter la sélection génétique et le tri embryonnaire et fœtal tel qu'il est déjà en vigueur avec la trisomie 21. L'envers du DPN est bien l'idée qu'il procure un sésame donnant au fœtus d'être suffisamment conforme aux exigences de l'idéal collectif forgé avant tout par la main invisible du marché et de ne pas être éliminé dès avant la naissance. Les enjeux sont non seulement éthiques, mais sociopolitiques. Le DPN ne doit donc plus seulement bénéficier d'un discernement individuel, il représente aujourd'hui un enjeu primordial. Alors, premier point, de quoi parle-t-on? La médecine individuelle est devenue indissociable d'une médecine de santé publique, collectant les données à grande échelle et fortement axée sur l'économie de la santé. Le diagnostic fait alors place à des dépistages à tous les niveaux et l'acronyme DPM de D en vient à signifier à la fois le diagnostic individuel et le dépistage prénatal collectif dans une confusion qui ouvre la porte à des perspectives eugénistes qui n'osent pas dire leur nom. Dans nombre de pays, par exemple, la trisomie 21 fait l'objet d'une véritable éradication collective organisée. Le dépistage prénatal évolue en effet au cœur d'une médecine devenue systémique, la médecine des 4 P, prédictive, préventive, personnalisée, participative. L'objectif pour ces promoteurs vise la santé publique et le bien-être individuel en s'appuyant sur les technologies convergentes des NBIC selon une perspective de système. L'analyse de l'ADN fœtal circulant dans le sang maternel. On parle de DPNI pour DPN non invasif, s'inscrit dans cette évolution. Elle détecte les anomalies chromosomiques et génétiques des embryons et des fœtus et ouvre la voie au séquençage complet du génome de l'enfant à naître avec des questionnements éthiques redoutables tant il est difficile d'interpréter des probabilités de pathologie et de prédire ce que seront les thérapies pour ces pathologies à 20, 30 ou 40 ans d'échéance.
Parler de DPNI laisse croire à l'innocuité de ces tests, DPNI non invasifs, comme le sont l'échographie ou une prise de sang, par opposition aux tests invasifs que sont la ponction trophoblastique ou l'amniosynthèse, qui ont, eux, un risque de fausse couche. En fait, la malignité est liée à la puissance du test combinée à la difficulté décisionnelle, au point qu'il n'est pas exclu que le DPNI demain sera tranché par des algorithmes qui donneront priorité à la maladie plutôt qu'à la personne, voire à la société, avec ses priorités socio-économico-politiques, plutôt qu'à l'individu qui, dans son autonomie, mettez entre guillemets, devrait comprendre qu'il faut choisir l'intérêt général. Dans une... Le numéro 6. Yes. Dans une acception large... No, 6. Sorry. Dans une acception large... Yes. Le DPN désigne tout acte diagnostique ou de dépistage visant à déterminer ou prévoir l'état de santé actuel ou futur d'un enfant à naître. Il englobe ainsi des tests médicaux et génétiques réalisés à divers moments pour divers publics. Le diagnostic préimplantatoire, il est pratiqué en France depuis 1999. Il nécessite une fécondation in vitro pour rechercher une pathologie grave sur des cellules prélevées sur chacun des zygotes, des cellules du zygote. Il permet ainsi de connaître aussi, outre la pathologie, le sexe de l'enfant. Je rappelle que c'est une indication sur 6 aux États-Unis. Cette technique a aussi ouvert la voie aux bébés médicaments, c'est-à-dire à l'enfant compatible par ses caractéristiques génétiques à son collatéral malade. Il est permis légalement en France, mais c'est intéressant de noter qu'il n'est plus pratiqué parce que c'est trop lourd. Cependant, il n'est pas exclu que demain, un diagnostic de maladie monogénique puisse profiter de l'avancée de la CRISPR-Cas9 technology. Le dépistage prénatal orienté, il est à destination des groupes à risque, âge maternel, antécédent trisomie 21. Je rappelle que la trisomie 21 bénéficie en France d'un dépistage. Il doit être obligatoirement proposé à chaque femme enceinte dans une procédure de test dit combiné. Et si le risque est élevé, d'autres investigations suivent. Ensuite, troisièmement, le dépistage du génome. Il s'inscrit dans la logique du DPNI et consiste à analyser l'ensemble du génome, non plus seulement une ou plusieurs maladies cibles. L'hôpital américain de Paris pratique ces tests depuis 2013 et les justifie avec la malcompréhension de l'information donnée aux patientes qui, quand le DPNI est négatif, pense que l'enfant, entre guillemets, n'a pas de problème. Le screening complet permet de dépister d'autres pathologies et pourrait prendre le relais du DPNI sélectif d'ici 5 à 10 ans. Enfin, le dépistage préconceptionnel est un test génétique que l'on pratique depuis plusieurs décennies pour déterminer si les deux parents sont hétérozygotes pour des maladies récessives graves, comme par exemple la bêta-thalassémie ou la maladie de Tay-Sachs. Et le dépistage populationnel, il vise, lui, la détermination systématique du profil génétique de la population à partir d'un changement de paradigme et d'échelle du dépistage préconceptionnel. On passe de la détection des mutations les plus fréquentes dans quelques maladies à la détection quasiment de toutes les mutations pour des centaines de maladies. La révolution technologique du séquençage à très haut débit permet en effet de développer ces diagnostics de manière systématique. C'est un marché énorme. Le 20 mars dernier a été lancée, par exemple, en Estonie, une opération de dépistage des maladies génétiques communes avec un objectif en soi louable, puisqu'il s'agit de prodiguer des conseils d'hygiène de vie selon un profil de risque, voire des traitements préventifs. Alors,
Outre la question de l'interprétation que j'ai déjà évoquée précédemment, de prédiction, parce qu'on n'a que des pourcentages de probabilités, et l'angoisse que peuvent susciter ces probabilités plus ou moins élevées de contracter une pathologie, presque toujours sans certitude, n'est-ce pas là un pas supplémentaire vers le dépistage populationnel? Cependant, il faut bien reconnaître qu'à long terme, c'est-à-dire d'ici 2 ou 3 générations, le DPNI arrivera lui-même à cette collecte de données par déploiement de la collecte d'informations des génomes successifs connus dès le stade de l'enfant à naître. La relecture sociopolitique, on l'aura compris, le DPN ne peut plus s'évaluer aujourd'hui à partir d'une perspective de diagnostic individuel seulement. Le processus de globalisation le reconfigure selon des perspectives qui reposent à nouveau frais la question « Quels enfants voulons-nous » Si tout parent désire un enfant en bonne santé, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour atteindre cet objectif? Quels principes éthiques peuvent ou doivent nous guider? Faut-il comprendre l'égalité de tous à la naissance comme un idéal eugéniste pour lequel on aura fait disparaître autant que possible tous les enfants considérés comme défectueux selon la logique du marché qui en fait des déchets à l'instar des déchets opératoires? Ou deuxième attitude, faut-il l'entendre comme une perspective volontariste qui veut reconnaître en tout nouveau-né un enfant, un humain, dont la vulnérabilité, la fragilité, la dépendance sont certes des limites dont il faut prendre soin afin qu'elles entravent le moins possible, mais aussi des manques qui poussent à la vie relationnelle et contribuent ainsi au sens de l'existence. Ces deux perspectives sont très différentes. La globalisation du marché pousse à faire naître des vies autonomes rentables en privilégiant la première option, tandis que l'éthique globale, soucieuse de l'humanisation des personnes, devrait choisir plutôt la seconde et redoubler d'efforts pour trouver de vrais traitements. En fait, nous sommes aujourd'hui dans un mixte entre les deux. Et les politiques nationales donnent une idée des évolutions possibles, ce qui devrait stimuler notre responsabilité globale. En France, le suivi des grossesses est très médicalisé en raison du système d'assurance sociale généralisé qui prévoit gratuitement le dépistage, la surveillance, la prise en charge pour la mère et l'enfant à naître. Conséquemment, le politique, subordonné aux logiques financières de la mondialisation, décide des technologies à proposer, voire à rendre obligatoires. Très marqué par la rationalité des Lumières, il cherche la caution des scientifiques qui eux-mêmes ont besoin du politique qui les finance et donc dicte leurs désirs. Tout s'est passé, dit Didier Sicard, président du comité d'éthique, comme si, à un moment donné, la science avait cédé à la société le droit d'établir que la venue au monde de certains enfants était devenue collectivement non souhaitée, non souhaitable. Et les parents qui désireraient ces enfants doivent, outre la souffrance associée à ce handicap, s'exposer au regard de la communauté et à une forme de cruauté sociale née du fait qu'ils n'ont pas accepté la proposition faite par la science et entérinée par la loi. La situation est assez différente aux États-Unis où de nouvelles technologies sont élaborées dans un cadre plus pragmatique, soumis également à la pression néolibérale, mais contraignant peu car il n'y a pas de remboursement à la clé. Autant dire que les plus précaires n'y ont pas accès, on l'a entendu ce matin. Et l'on arrive ainsi à des fossés sanitaires énormes mais paradoxaux, car les plus aisés ont certes des solutions beaucoup plus nombreuses, mais ils se font piéger beaucoup plus facilement par les lobbies qui prédisent plein de bienfaits pour le dépistage systématique. Un autre point de différence sociopolitique entre les pays et les continents influençant les DPN
tient au nombre et à la qualité des infrastructures pour l'accueil des personnes handicapées. Si en Allemagne et certains pays nordiques, le dépistage n'est pas perçu de la même manière qu'en France, c'est aussi parce que le handicap y est culturellement moins une entrave à naître qu'une vie à accueillir. Mais attention doit être gardée car la globalisation conduit actuellement à sélectionner de plus en plus les enfants à naître. Ainsi, les couples qui refusent d'y recourir et font naître des enfants qu'ils auraient pu éviter seront davantage montrés du doigt et risquent d'être refusés dans des structures sociales toujours onéreuses. Michel Foucault avait identifié la médecine moderne avec le passage d'une médecine individuelle à une médecine collective caractérisée par la mutation du biopouvoir, c'est-à-dire, comme il dit, je cite, la prise en compte de la vie par le pouvoir, une prise de pouvoir sur l'homme en tant qu'être vivant. Le mouvement actuel de globalisation fait un pas supplémentaire et conduit à une médecine de classe, au double sens du mot classe, la division hiérarchique des technologiquement informés, séparés des laissés pour compte des non rentables, qui finiront par dépérir au bord du chemin de la vie. Mais médecine de classe signifie aussi, quand on dit ces classes où il ou elle a de la classe au sens d'un haut degré de perfection, c'est-à-dire d'une élégance, d'une santé quasi parfaite pour une médecine qui séduit et propose des enfants désirables, voire demain choisis sur leur qualité. Sa contrepartie, évidemment, c'est un nouveau précariat pour non prise au sérieux de la vulnérabilité ontologique, une instrumentalisation réifiante par réduction de la fragilité à un problème technique à résoudre. Quand on fait une relecture éthique, on arrive d'abord à un premier point qui est la question de la pression sélective. À travers le diagnostic, c'est faufiler le dépistage, pour le meilleur mais aussi le moins bon. Peut-on encore refuser aujourd'hui le dépistage de la trisomie 21 ? La pression est devenue d'autant plus forte que le rapport coût-bénéfice est rentable puisque le dépistage est très efficient. Il est suivi très souvent d'une interruption médicale de grossesse. Dans certains pays, les pays anglo-saxons et nordiques, cette IMG est à 60-80% des enfants trisomiques diagnostiqués. En France, l'interruption de grossesse est de 96%. Et les études montrent que le consentement éclairé, pilier de toute activité médicale, fait souvent défaut. C'est bien la main plus ou moins invisible du marché qui est à la manœuvre et l'on commence à le comprendre et à réagir. Le point névralgique, c'est la souffrance. L'éthique globale ne peut se contenter des seules conséquences ponctuelles. Elle doit regarder plus loin, à la fois la situation individuelle, mais aussi au plus loin dans l'espace et le temps, afin de ne pas passer à côté de la détresse des parents, ni de l'enjeu global. Et c'est pas si évident. Dans le domaine prénatal, l'angoisse est omniprésente. Dès l'idée de conception de l'enfant, les futurs parents s'interrogent sur leur attitude si le DPN révèle une anomalie. Beaucoup n'osent plus s'attacher à l'enfant avant les premières données de contrôle. Mais le pire est sans doute à venir car des risques exprimés en pourcentage à partir du génome dans le DPNI conduiront à une responsabilité infinie et une culpabilité si une pathologie se déclare. Tout aléa devient dès lors de plus en plus difficile à accepter. L'interruption de grossesse comme réponse à un handicap se veut justifiée au nom de la souffrance. Mais quelle souffrance? Celle de l'enfant à naître? Question redoutable et insoluble. Qui peut dire que les personnes handicapées sont malheureuses? Souffrance des parents alors, assurément, oui, elle est indéniable, d'autant que la responsabilité des parents est exacerbée. Ai-je le droit de mettre au monde un enfant dépareillé et donc, entre guillemets, malheureux, voire culpabilisante? Nous n'avons pas tout fait pour prévenir ce fardeau social et on en appelle à l'autonomie des parents pour s'en tenir à l'intérêt général de la société. L'avortement médical apparaît alors comme le moyen d'interruption médicalisée de l'angoisse pour société libérale.
La souffrance s'appuie aussi sur la peur liée à l'imaginaire personnel et socialement nourri du handicap, à sa profonde méconnaissance dès lors qu'on ne l'a pas côtoyé dans la vraie vie. En fait, quand l'enfant, un être, n'est plus appréhendé comme un être humain, un fils, une fille, mais seulement comme un agrégat de données non conformes, son élimination est facile. Si une maman, elle, attend d'abord un enfant, certaines instrumentalisations techniques l'en détachent en réifiant celui qui, sur l'écran et selon les résultats biologiques, n'apparaît pas à la hauteur du citoyen attendu. Pourtant, l'alternative entre d'une part le progrès technique et économique et d'autre part la régression sociétale est fausse. Les personnes en situation de handicap le rappellent, leur vie n'est pas moins meaningful que la vie des enfants avec un handicap. Et certains vont donc résister avec par exemple aux États-Unis. Mais c'est vrai que la performance est un vrai raz-de-marée. Dernier point, limites et ouvertures, comme l'a rappelé le CIB dans ses recommandations, je cite, « Il importe de développer un cadre qui reconnaisse le droit à un individu de faire des choix autonomes et nul ne peut être soumis à la discrimination sur la base de caractéristiques génétiques. » Or, cela commence par la reconnaissance de l'objet de ces peurs, sans oublier que ces peurs sont socialement et politiquement construites. La reconnaissance aussi de ce que Zygmunt Bauman appelle, entre guillemets, des cibles de substitution, c'est-à-dire des cibles montrées du doigt et qui en cachent d'autres. On dit: la cause de votre insécurité sociale et économique, et ça fera déjà une petite avance sur la migration, c'est dû aux migrants, c'est dû aux immigrés, c'est dû aux musulmans, c'est dû aux naissances non contrôlées, aux différents, à l'autre, etc., qui donnent lieu, ces cibles, à des transferts d'angoisse. La peur ne saurait être instrumentalisée pour nous faire accepter, dire ou penser des choses inacceptables. En conclusion, je crois que, guidés par le rêve d'avoir un enfant en bonne santé, les parents suivent une certaine promesse de la médecine qui les séduit, autant que le politique intéressé par la meilleure efficience du marché. Mais une fois éliminés les tares les plus monstrueuses, les moindres malformations n'auront-elles pas figure d'étrangeté inacceptable? Chaque décision, écrit Alain Cordier, est un verdict, mais il y a toujours un après-verdict qui signifie se soucier durablement des conséquences des décisions prises. S'agit-il alors, comme le disait le pape François hier matin, du sale travail de la mort ? Ou s'agit-il du combat de l'espérance qui est toujours d'actualité? Mais cela exige, disait-il encore, une sagesse éthique spéciale partant je le cite, de la conviction profonde de la dignité irrévocable de la personne humaine, comme Dieu l'aime, dignité de toute personne dans toute phase et condition de son existence, dans la recherche des formes de l'amour, et qui doivent être une réponse à sa vulnérabilité et à sa fragilité. Merci beaucoup.